J'aurais pas dû faire ça. J'ai été maladroite, incompétente, naïve, inconsciente, pas à la hauteur. Tout est de ma faute. Quand je me sens coupable d'avoir fait ce que j'ai fait ou de ne pas avoir fait ce que je n'ai pas fait, je me juge et je me trouve pas bien. Mais qui est le je qui me juge? C'est moi forcément. Donc c'est bien de se trouver pas bien. Si c'est bien de se trouver pas bien, ça veut dire que je suis bien. Vous me suivez? Comment sortir de l'impasse de la culpabilité et sortir en même temps de la souffrance? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Franck Platzek, enseignant en hypnose et qui a été mon professeur d'hypnose. Oui, Catherine. Bonjour, Catherine. Je suis tellement content d'être là. Moi, ton professeur d'hypnose. Et Valérie Roumanoff, qui est hypnothérapeute. Et nous portons donc le même nom de famille parce que Valérie, tu es ma sœur. Oui, tout à fait. Voilà. Et tu es hypnothérapeute, mais aussi auteure de nombreux ouvrages. Oui, auteure de nombreux ouvrages et aussi formatrice en hypnose. Et donc aujourd'hui, tous les trois, nous allons débattre d'un sujet qui pourrit beaucoup la vie des gens, se sentir coupable. Quand il se passe quelque chose, on a tendance à dire c'est ma faute, j'aurais pas dû, c'est pas bien ce que j'ai fait, ou encore rejeter la faute sur les autres. Oui, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement sans même s'en rendre compte. Quand il se passe des choses dans notre vie, on cherche, et quand ça se passe pas bien, on cherche un coupable. Et donc cette recherche du coupable, on va soit trouver la solution en nous en disant c'est nous le coupable, soit penser que c'est les autres le coupable, que ce sont les autres les coupables. Mais il y a toujours cette histoire de faute et cette recherche de faute et de coupable. Et c'est pas forcément quelque chose qui nous aide au quotidien, bien au contraire. Il y a plusieurs formes de culpabilité, comme par exemple, quand on se sent coupable, finalement, on se juge mal en fait. C'est plus générique de dire je me juge mal. Oui, parce qu'on n'a pas forcément l'impression de se sentir coupable, mais on va souvent émettre un jugement sur soi qui va être négatif. On va se trouver pas bien pour toutes sortes de raisons. Donc on peut penser que c'est de notre faute ou on peut penser juste qu'on n'est pas bien. Ça dépend des gens. Et des fois, cette culpabilité, elle n'est pas consciente. C'est-à-dire on peut avoir comme ça ce jugement un peu inconscient qui est en arrière-fond. Et quand on fait des choses, on se dit j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais pas dû réagir comme ça, sans forcément se dire c'est de ma faute, sans forcément mettre ce mot culpabilité ou faute dessus. Mais c'est quand même un processus qui est assez présent, je dirais, chez la plupart des gens, sauf chez Franck peut-être, il nous expliquera comment il fait, mais sinon, la plupart des autres personnes, elles ont ce raisonnement-là, ces phrases, ce discours intérieur qui est en arrière-fond et qui n'est pas forcément conscient, où on va se faire énormément de reproches, soit à soi-même, soit aux autres, soit les deux, à soi et aux autres. Tu as carrément écrit un livre sur le sujet. Cette petite voix dans ma tête, c'est une petite voix autodestructrice en fait au départ. Oui, c'est ça, cette petite voix dans ma tête, c'est un roman en fait qui met en scène une jeune femme d'aujourd'hui qui fait toutes sortes de choses, qui travaille, qui a des enfants, qui a un mari, etc. et qui passe toute sa journée à se dire qu'elle ne fait pas bien les choses, qu'elle aurait pu faire mieux, qu'elle aurait dû faire autrement, que vraiment elle n'y arrive pas, avec ce jugement qui est toujours une comparaison par rapport à un idéal ou par rapport à quelqu'un vis-à-vis duquel on se compare et vis-à-vis duquel on se trouve inférieur, on se trouve moins bien, on se trouve en dessous. Et donc du coup, cette petite voix dans la tête, c'est une voix qui est en effet destructrice et qui permet pas forcément d'avancer, au contraire, puisqu'elle est tout le temps en train de nous expliquer que ce qu'on fait, c'est pas bien. Donc il y a un côté critique intérieur. Ce critique intérieur peut être parfois positif quand ça aide peut-être à avancer, à faire des progrès. Alors c'est une grosse théorie ça, qui dit que les critiques sont intéressantes. Moi je trouve que les critiques sont jamais intéressantes. On peut donner à quelqu'un ou on peut se donner à soi-même des pistes d'amélioration, savoir comment on pourrait faire autrement pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus agréable, pour que ce soit plus confortable, pour que ce soit mieux pour nous. Mais les critiques, de dire ça c'est pas bien, ça c'est pas comme il faut, ça c'est une erreur, ce qui est en fait la culture française, on va dire, je sais pas occidentale en général, où on va souligner les erreurs, on va les souligner en rouge, on va dire ça c'est une faute, ça c'est pas bien, ça il faut le corriger, et on va pas forcément montrer comment on peut faire autrement. Donc c'est ce qu'on fait avec les enfants, c'est ce qu'on fait à l'école, c'est ce qu'on fait dans l'éducation. Et du coup, on arrive avec ce système-là à l'âge adulte et on a toujours l'impression que ce qu'on fait, c'est pas bien et qu'il faut qu'on pointe nos erreurs, qu'on pointe nos points faibles et que c'est comme ça qu'on va s'améliorer.
Moi, je pense que non, c'est pas comme ça qu'on s'améliore. C'est une question complètement d'éducation. J'abonde dans le sens de Valérie. En fait, on a des bonnes notes en France en langue, par exemple. Ben, quand on ne parle pas, moins on parle, mieux on se porte. Parce qu'on ne nous enlève pas des points. Dans les autres pays, c'est qu'est-ce que tu as appris? T'as fait une erreur. C'est génial. C'est pas une erreur, c'est un nouvel apprentissage, en fait. Et ça, c'est typique. Hein, c'est typique de notre culture, quoi. Hein. Euh, Tu m'as pris à partie tout à l'heure, Valérie, en disant sauf Franck. C'est vrai que moi, j'ai pas tendance à me poser la question du pourquoi. Donc, je fais quelque chose, et je connais aussi d'autres personnes. Hein. Ils font et puis on avance. On apprend quelque chose à chaque fois qu'on fait quelque chose. Ce que je vois, nous, bon, puisque moi, je m'occupe d'un organisme de formation, Synapse, les gens qui s'entraînent, qui travaillent, qui font des protocoles en formation, et ah, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. Bah, c'est mieux parce qu'en fait, s'ils le font bien, ils savent pas où il pourrait y avoir des erreurs. Que si ils bloquent sur quelque chose, eh bien tout de suite, ils font un apprentissage énorme. Et cet apprentissage a creusé un sillon, c'est terminé, ils ne le feront plus. Ils vont faire mieux et ils vont s'améliorer à chaque fois. Et ils ont plus, on leur donne plus l'occasion de se poser la question d'être coupable d'avoir fait quelque chose mal. En fait, ils sont responsables d'avoir fait quelque chose de mal pour l'améliorer et pour que ce soit bien ensuite. Puisque, en fait, je monopolise la parole, puisqu'en fait, on a un présupposé en hypnose qui est je fais ce que je fais au moment où je le fais. Je fais le meilleur choix. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. On peut aussi en citer un deuxième, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. Donc c'est quand même ça, ce sont des présupposés qui sont hyper déculpabilisants. En fait, il n'y a que des choses qu'on fait. Et puis on avance, on apprend quelque chose. Alors après, il faut bien, c'est important de pouvoir l'intégrer, quoi, de pouvoir le vivre au quotidien. Donc dans ta bouche, c'est tout simple, mais c'est pas forcément tout simple pour beaucoup de personnes qui se pourrissent la vie avec des reproches. Oui, oui, oui. Et pour reprendre cette histoire d'apprentissage et de pointer les erreurs pour apprendre, il y a un grand sportif dont je ne me rappelle plus le nom aux États-Unis qui lui avait expliqué que justement, je crois qu'il faisait du baseball et qu'il était très fort en une certaine, compétence de baseball et qu'au lieu d'essayer d'améliorer ses points faibles, il avait essayé de faire progresser ses points forts et que c'est comme ça qu'il était devenu le meilleur joueur de sa catégorie parce que justement, au lieu d'essayer de voir ce qui allait pas et d'améliorer ce qui allait pas, où il avait une marge de progression qui était assez petite, il avait amélioré ce qui était déjà bien et du coup, il a été encore devenu meilleur et c'est là où il était devenu le meilleur. Donc cette culture de faut bien regarder où ça va pas parce que c'est ça qui nous permet de progresser, c'est faux. Et tu es une spécialiste de l'éducation pour les enfants. Tu as écrit de nombreux livres pour encourager les parents à changer d'attitude vis-à-vis de leurs enfants, pour justement les encourager à devenir eux-mêmes et à développer leurs talents. Oui, c'est ça. L'encouragement, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique pour l'apprentissage que la critique. Et il ne s'agit pas de dire que tout est bien, que tout est parfait quand ce n'est pas le cas, mais de simplement encourager ce qui est déjà bien pour que ça devienne encore mieux et que quand ce n'est pas tout à fait au point, on peut par exemple envoyer cette formule en disant « tu n'y arrives pas encore », ce qui sous-entend que la progression va arriver bientôt. C'est une suggestion hypnotique en quelque sorte de dire voilà, tu arrives déjà à ça et tu vas bientôt arriver à ça, ou pour l'instant ça tu n'y arrives pas encore, plutôt que de dire bah voilà, là c'est pas bien, là tu as fait une erreur, là c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, ce qui va décourager en fait l'enfant ou l'adulte, hein, ça marche pareil avec les adultes, et ça va pas porter ses fruits, alors que de encourager, ça va être beaucoup plus efficace. Donc on peut faire la même chose avec soi-même, et au lieu de se décourager toute la journée comme le fait l'héroïne dans mon roman, où elle va vraiment se critiquer à longueur de journée, et ben elle va apprendre à travers diverses techniques et expériences à s'encourager, ou au moins à arrêter de se décourager pour pouvoir justement aller mieux. Et en fait, les gens que tu reçois en cabinet, donc ils doivent faire tout un parcours finalement où tu les guides pas à pas pour quand ils arrivent avec une culpabilité. Qu'est-ce que tu fais ? Alors souvent, oui, il y a cette culpabilité qui est là, même si elle n'est pas consciente, comme je disais tout à l'heure, il y a cette idée que voilà, ils n'ont pas fait bien, ils auraient dû faire autrement, peut-être même des fois une culpabilité sur toute leur vie, comme quoi ils auraient raté toute leur vie, ou ils seraient passés à côté de ce qu'ils auraient dû faire ou ce qu'ils auraient dû mettre en place. Et donc l'idée, comme le disait Franck tout à l'heure, c'est ce fameux présupposé d'hypnose qui dit que chacun fait à chaque moment le meilleur choix pour lui en fonction de ses
connaissances. Et souvent, on oublie en fonction de ces connaissances. Et au moment où on fait les choses, ben, on les fait parce qu'on pense que c'est ça qu'il y a de mieux à faire. Donc après, quand on avance, on a d'autres connaissances, on a d'autres apprentissages et on comprend des choses différentes. On connaît simplement les conséquences de ce qui arrive. Et donc, on peut se retourner et se dire, bah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais au moment où on a fait ce qu'on a fait, on n'avait pas cette connaissance-là, et donc on n'était pas en mesure de prendre une autre décision. Donc ce que je leur explique quand les gens viennent avec cette culpabilité qui est là, ou qui portent comme ça une faute terrible, c'est de leur faire sentir, en fait, pas de leur expliquer, mais vraiment qu'ils puissent le ressentir dans leur corps partout, qu'au moment où ils ont fait ce choix-là, ou qu'ils ont pris cette décision, ou qu'il s'est passé telle ou telle chose, c'était la seule chose possible pour eux à ce moment-là. Et donc ça enlève ce reproche, ça enlève cette culpabilité et ça fait déjà quelque chose de moins à porter et une façon de se sentir plus légère. Dans ton livre Adieu tristesse, tu donnes l'exemple d'une femme qui se sent coupable parce que son mari boit. Oui. Donc, alors ça, c'est un exemple que je donne dans le spectacle. Ah oui. J'ai carrément écrit un spectacle sur ce thème-là qui s'appelle d'ailleurs... Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute, comme ça c'est clair de quoi ça parle, et c'est clair le propos du spectacle. Donc c'est un spectacle que j'ai écrit avec mon mari qui s'appelle Mathieu Verviche, et donc on est tous les deux dans cette discussion-là pour justement montrer comment ça se passe quand on pense que c'est la faute de l'un, la faute de l'autre, etc. Donc là, dans cet exemple que je donne là, cette femme, elle se sent coupable alors que c'est son mari qui boit. Donc ce n'est pas elle qui fait une erreur, si on peut appeler ça une erreur, mais elle se sent coupable quand même. Donc je lui demande à ce moment-là, à cette femme, mais est-ce que c'est vous qui versez le whisky dans son verre? Est-ce que c'est vous qui le forcez à boire? Est-ce que vous avez menacé de le quitter si jamais il arrêtait de boire? Donc évidemment, ça c'est pas elle qui le fait, donc elle ne fait rien pour justement faire boire son mari. Mais elle pense que c'est parce qu'il est malheureux avec elle qu'il s'est mis à boire. Donc à ce moment-là, je lui pose la question, mais peut-être que s'il n'avait pas eu la chance de vous rencontrer, il se serait mis à boire depuis bien plus longtemps. Et donc c'est peut-être grâce à vous qu'il a réussi à devenir alcoolique que seulement plus tard. Donc en fait, c'est une façon de percevoir les choses. L'idée, c'est que le changement, et le changement en hypnose, tu me diras, c'est d'accord Franck, c'est une question de perception. C'est-à-dire on va regarder les choses sous un autre angle, on va les regarder d'une autre façon, et en les regardant d'une autre façon, on va en tirer une autre conclusion. Et du coup, ce qu'on pensait être une erreur, une faute, quelque chose de pas bien, et ben on va pouvoir le regarder d'un autre côté et se rendre compte que peut-être ça peut être complètement autre chose, et ça peut tout à fait pas du tout être une question de faute ou d'erreur. Donc là, cette femme, elle avait l'impression d'avoir raté sa vie. Oui. Et donc comment ça s'est passé, le retournement de situation? Eh bien, en fait, elle avait cette impression, en effet, voilà, d'avoir fait les mauvais choix ou d'avoir pas fait ce qu'il fallait. Et en même temps, ce qui était très important pour elle, c'était ses enfants. Et donc, elle avait réussi, en maintenant ce couple en place, à assurer pour ses enfants ce qu'elle voulait leur donner, c'est-à-dire une vie familiale stable, etc. Et donc, elle avait réussi ça. Et donc, en regardant en fait sa vie comme étant une suite d'étapes qui lui avaient permis de réussir son objectif numéro 1, qui était que ses enfants soient des êtres épanouis et qui réussissent et qui ont tout ce qu'il faut dans la vie, eh bien, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait réussi ça. Et que ça, c'était ce qui avait de plus important pour elle. Donc, en regardant d'un autre point de vue toute cette vie et toutes ces décisions et toutes ces étapes qu'elle avait traversées, elle s'est rendue compte qu'au lieu que ce soit un échec énorme, c'était une réussite énorme qu'elle avait accomplie malgré toutes les difficultés qu'elle avait pu traverser. Dans ce spectacle, ce n'est pas de ma faute, justement, tu parles à un certain moment de cette idée-là, c'est-à-dire qu'au moment où on fait les choses, on fait les choses qu'on fait et on n'a pas forcément toutes les informations globales. Et donc, ce spectacle est sous forme de dialogue. Et donc, je vais t'inviter à présenter ce dialogue. Et si tu veux bien, Franck, donner la réplique et jouer le rôle de Mathieu. D'accord. Alors, on a la même feuille? On a la même feuille. Ah bien, d'accord. Donc c'est un moment où on parle justement de cette histoire de savoir les choses ou pas. Et donc je dis, donc après on peut regarder en arrière et se dire j'aurais dû faire comme ceci, j'aurais dû faire comme cela. C'est facile une fois qu'on connaît les conséquences. Mais au moment où on a fait ce qu'on a fait, on n'avait pas d'autre choix. Ah bah oui, quand on connaît les résultats du loto, c'est facile de savoir ce qu'on aurait dû jouer. C'est ça, mais avant de savoir, on ne savait pas. Donc on ne peut pas se reprocher de ne pas avoir su ce qu'on ne savait pas. À ce moment-là, c'était le seul choix qui nous paraissait possible. Et c'est un choix de survie. Parce que même quand on choisit quelque chose de négatif, comme les addictions par exemple, eh bien pour cette personne qui se drogue ou qui boit à ce moment-là de sa vie, eh bien c'est le seul choix qu'elle a
pour se sentir mieux. C'est le seul choix qu'elle a trouvé. Et c'est pour ça que l'expression « peut mieux faire » n'a pas de sens, puisque si on avait pu mieux faire, on aurait mieux fait. Très bien, je trouve que ça résume bien. Est-ce que tu as des exemples, Franck, de cette culpabilité qu'on peut porter en fait par rapport justement aux addictions? Des exemples, oui. J'ai une petite, en fait, pas une petite histoire, mais on est sur de la boule de cristal. Les conséquences des choses qu'on fait, il faudrait avoir une boule de cristal pour pouvoir savoir, si tant est que ça fonctionne, hein, pour savoir ce qui va se passer, quoi. Donc on fait les choses comme on les fait, quoi, hein. Concernant les addictions, eh bien, les gens se sentent coupables lorsqu'ils pratiquent, ils arrêtent, ils repratiquent, grosse culpabilité, ils arrêtent, ils repratiquent. Donc nous, notre travail, c'est justement d'enlever cette culpabilité parce que, en fait, les gens, ils ne reprennent pas, ils ont juste une pratique qui est pour les sauver, en fait. L'idée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, nous, un état interne, un état émotionnel, dont ils veulent s'éloigner, ou un état émotionnel dont ils veulent se rapprocher. Alors on va donner un exemple, par exemple, quelqu'un qui serait addict au sucre, se sent pas bien et donc se dirige vers le sucre. Ben Donc oui, c'est une tentative de solution pour aller mieux, on va dire. c'est clair, c'est clair. C'est une tentative de solution. Donc après, nous, en séance, le but, c'est qu'on arrive à trouver autre chose, qu'on arrive à chanter le sucre et qu'on trouve autre chose pour colmater l'état émotionnel défectueux. Qu'on puisse trouver une autre action, Mais un alors, autre comportement. dans ce type de cas, donc la personne mange du sucre, après se sent coupable, si tu enlèves la culpabilité, est-ce que ça aide Ah, ça ça aide, oui, ça aide parce qu'en fait, il n'y a plus de raison d'aller vers le sucre. Elle a juste besoin de faire cette autre action pour se sentir bien. L'idée, c'est, je me sens pas bien, je vais vers le sucre, je me sens pas bien, et ainsi de suite, quoi. Donc le but, c'est d'enlever le sucre, enfin si c'est le sucre, que la personne puisse faire quelque chose qui soit bien pour elle, qu'elle soit en accord avec elle-même, avec ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, il y a une partie d'elle qui n'a pas envie d'aller vers le sucre, et il y a une partie d'elle qui l'emmène vers le sucre. Et là, à l'intérieur, ça fait... je fais souvent ça, il y a un tiraillement quand même. Il y a une partie d'elle qui veut faire quelque chose et une partie d'elle qui veut faire autre chose. Donc là, on pourrait citer le VK Squash sur les valeurs. Qu'est-ce qu'il y a d'important qui l'emmène vers le sucre et qu'est-ce qu'il y a d'important qui veut l'éloigner du sucre, et ainsi de suite, pour trouver une valeur commune. Et de cette façon-là, la personne s'apaise, se sent apaisée. Ben ça, c'est une façon de faire. Donc le fait d'enlever la culpabilité, de toute façon, c'est aidant. Tu ne vas pas jouer sur la culpabilité pour enlever le sucre. Non, mais c'est important de pouvoir être à l'aise avec soi-même. Être à l'aise avec soi-même, c'est enlever cette culpabilité. Bon, l'idée avec la culpabilité, c'est qu'aussi, il y a un peu un défaut d'amour aussi. Il y a quelque chose qui fait que je ne m'aime pas, je me sens coupable, je ne m'aime pas. Donc pouvoir aussi, en état hypnotique, emmener les personnes vers de l'amour de soi. C'est un gros travail qu'on fait pour les addictions. Ça va apaiser cette culpabilité. D'ailleurs, tout à l'heure, tu vas nous proposer un moment d'hypnose qui va nous faire augmenter l'amour de nous-mêmes, je crois. Entre autres. Écoute, on va voir. C'est peut-être une surprise. Je ne sais pas. Absolument. Parce que, pour revenir sur cet exemple du sucre, souvent les gens ils vont s'accuser en disant je suis faible, je suis gourmand, J'ai pas de volonté. j'ai pas de volonté, j'y arrive pas, pourtant c'est bête, je suis bête. Donc ils vont se juger comme ça négativement extrêmement, alors que comme le dit Franck très bien, c'est en fait une recherche de quelque chose. C'est pas bête d'aller vers du sucre, ou c'est pas parce qu'on est faible, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix et parce que ça nous apporte quelque chose. Donc ce que ça nous apporte, ça paraît vraiment dérisoire, parce que justement il y a tout de suite cette culpabilité qui vient, qui gâche le plaisir en fait que nous apporte le sucre. Donc il y a même pas, on le goûte même pas, ce plaisir, que tout de suite on se sent coupable, et comme on se sent coupable, on se sent mal, et comme on se sent mal, on va remanger du sucre, et comme ça ne s'arrête pas. Donc la première étape, on enlève la culpabilité, et la deuxième étape, on va
On va se libérer du sucre, c'est la deuxième étape alors. C'est pas forcément enlever la culpabilité, c'est simplement montrer comment cette culpabilité, elle entretient le système. Et que donc, elle nous aide pas, par exemple, à arrêter le sucre, mais au contraire, elle va nous encourager à en manger plus, parce que comme elle fait qu'on se sent de plus en plus mal, eh bien, on va chercher de plus en plus la solution, et que comme la solution, pour l'instant, on l'a juste trouvée dans le sucre, et ben, c'est là qu'on va aller. Donc, la culpabilité, au lieu de nous empêcher, ou de nous guérir, ou de nous améliorer, elle va, au contraire, nous emmener vers la mauvaise pente. Avec, il y a même deux niveaux. Je suis une mauvaise personne parce que je fais ça. Je suis une mauvaise personne ou alors je fais quelque chose de mal. Donc on a deux niveaux. On a un niveau identitaire. Je suis coupable ou je fais quelque chose de coupable. Ce qui est complètement distinct. Je suis coupable, là, on a écrasé l'identité avec le comportement. Et de l'autre côté, on est juste avec un comportement de culpabilité. Le comportement, on va pouvoir le travailler assez facilement. L'identité, là, ça va être plutôt compliqué, quoi. Quelqu'un qui dit je suis fumeur, ou je suis drogué, c'est une identité. Là, la culpabilité, elle est identitaire. Que je pratique la cigarette ou je pratique le sucre, c'est un comportement. Et ça, on va pouvoir le traiter. Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est vraiment la voie royale, c'est le travail du comportement, quoi. Que l'identité, il va falloir séparer ces deux niveaux. Je suis une bonne personne qui fait quelque chose qui la dérange. Alors dans le fait de se sentir coupable, justement, de temps en temps, ça nous fait nous sentir bien, parce que ça veut dire qu'on est une bonne personne, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Oui, quand on a la culpabilité vis-à-vis des autres, donc là on a parlé de la culpabilité vis-à-vis de soi et de ce qu'on fait à soi-même, donc on peut se sentir coupable de ce qu'on fait pour soi, mais on peut aussi se sentir coupable vis-à-vis des autres. Par exemple, si on n'agit pas bien vis-à-vis de quelqu'un ou qu'on lui fait du mal, pour autant que ce soit possible, si on peut y revenir après, si on se sent coupable de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, ça veut dire en fait, qu'on prend en considération l'autre, qu'on a de l'empathie pour l'autre, qu'on a de la considération pour l'autre, alors que si on ne se sent pas coupable, eh ben, c'est vraiment qu'on est un méchant. Donc quelque part, inconsciemment, le fait de se sentir coupable, ça nous range du côté des gentils, de ceux qui, même s'ils font des erreurs et qui ne font pas tout ce qu'il faut, au moins ils le savent, ils le reconnaissent et ils en souffrent, comme si c'était une espèce de punition, de pénitence du mal qu'on a causé à l'autre. Alors qu'en réalité, à la fois on peut se poser la question, est-ce que vraiment on a fait du mal à l'autre ou est-ce que chacun ne serait pas responsable de ce qui lui arrive et de comment il se sent? Donc est-ce qu'on a vraiment la possibilité de faire du mal à quelqu'un? Et ensuite, le fait de se sentir coupable, ben, en fait ça n'aide pas la personne à qui on a fait du mal, ça ne nous aide pas nous, ça n'aide pas la situation, en fait ça n'arrange rien. Donc c'est une fausse idée. Encore, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées par rapport à la culpabilité, la fausse idée que ça nous permet de nous améliorer, la fausse idée que ça nous fait de nous une bonne personne. Cette fausse idée-là, elle va entretenir la culpabilité. Et quand on la démonte, cette idée-là, on demande, est-ce que ça sert à cette personne que vous vous sentez coupable? Est-ce que ça l'aide en quelque chose? Est-ce que ça répare quelque chose? En fait, non, c'est pas ça. Ça ajoute de la souffrance. Ça ajoute de la souffrance à la souffrance et de la souffrance plus la souffrance. Ça fait beaucoup de souffrance. Ça fait beaucoup de souffrance. Donc, on peut se libérer de la souffrance, c'est possible. On peut se libérer de la souffrance, c'est possible, à partir du moment où on voit en fait comment ça... Alors, ça dit différentes méthodes, mais moi je trouve qu'à partir du moment où on voit comment ça fonctionne et on voit comment on participe à l'entretenir, à ce moment-là, ça va nous encourager justement à la laisser partir. Alors, il y a certaines personnes qui sont bloquées dans leur vie avec une espèce de double contrainte, c'est-à-dire s'ils vont dans une direction, ça ne va pas, s'ils vont dans une autre, ça ne va pas. Tu donnes un exemple d'une personne qui s'appelle Lola dans ton livre, qui est une personne qui est en couple avec quelqu'un il y a tout son parcours, mais qui se méfie beaucoup des femmes, enfin, le cœur de Lola est touché, elle promet de ne jamais l'abandonner quoi qu'il arrive, elle est prête à tout pour panser ses blessures et lui redonner espoir. Mais la souffrance de Mathias occupe toutes ses journées et toutes ses nuits, donc ça lui donne quand même un rôle de s'occuper de cette personne. Oui. Le jour, il pique des crises de colère, la nuit, il fait des crises d'angoisse, aucun moment de répit. Lola le rassure comme elle peut, et bientôt la victime devient bourreau et exige toujours plus de sa sauveuse, donc elle s'est mise dans une position de sauveuse en fait, pour compenser sa peine. Et donc elle est coincée parce qu'elle se dit j'ai promis de ne pas le quitter, donc si je le quitte, je suis coupable. Oui. Et je ne peux pas rester parce que si je reste, en fait, la vie est impossible, donc je ne suis pas respectueuse même vis-à-vis de moi-même. Oui. Donc elle est dans cette double contrainte.
Mais c'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand on est coincé dans la vie, c'est que justement, on voit deux choix et qu'il n'y a aucun des deux choix qui nous plaît. Soit elle le quitte et à ce moment-là, c'est elle qui devient la méchante et elle ne tient pas sa promesse et du coup, bah, ça ne lui plaît pas. Soit elle reste, mais la situation n'est pas du tout agréable et du coup, ça ne lui plaît pas. Et donc, elle a aucun des deux choix qui lui plaît, donc elle se sent coincée et c'est là que soit on va voir un thérapeute, soit on fait quelque chose. C'est bien de faire quelque chose pour ne pas rester dans cette situation-là. Et l'hypnose, elle sert justement à se rendre compte qu'il y a énormément d'autres choix. Il n'y a pas que ces deux-là, et il y en a une infinité d'autres qui peuvent être entre les deux, qui peuvent être au-dessus, en dessous, sur le côté, etc. Et ces choix-là, on ne les a pas vus. Et donc, plus on aura de choix différents, et plus on pourra justement trouver celui qui nous convient vraiment. Donc effectivement, il y a un peu la solution que tu donnes dans le livre, en tout cas pour cette personne-là. Et donc, elle s'imagine, je ne sais pas, sur un bateau. Et finalement, c'est justement en hypnose, grâce aux métaphores, grâce aux représentations internes de son espace intérieur, qu'elle va trouver une troisième voie. Oui, l'idée de l'hypnose, c'est que c'est vraiment la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons dire bah, « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Évidemment, ce n'est pas ça qu'on fait. Parce que c'est parce que le nouveau choix, le choix différent vient d'elle, que bah, elle va être d'accord avec et qu'elle va pouvoir le suivre parce que ça va réunir toutes les parties d'elle qui vont être justement d'accord pour ce changement-là. Donc l'hypnose avec les métaphores, avec les représentations qu'on peut avoir dans cet état justement qui est différent de l'état de conscience ordinaire, ça ouvre sur d'autres possibilités, sur d'autres horizons, sur d'autres perspectives qu'on n'aurait pas eues en restant dans notre quotidien conscient. Et ça permet justement de trouver des alternatives auxquelles on n'avait pas pensé jusque-là. Franck ? Ou qu'on ne veut pas laisser rentrer. Enfin, peut-être qu'on les a, peut-être qu'on a une petite voix qui, lorsqu'on se détend ou se relâche, nous parle, mais quand on se dit c'est quoi ça, c'est quoi ce truc-là? Mais non, c'est pas possible. Parce que nous, notre travail, les gens ils viennent nous voir, ils sont à un point A, on va les emmener à un point B. Enfin, on va leur montrer qu'il existe un point B dans le temps et, comme tu dis, en haut, en bas. En fait, moi, j'ai toujours cette idée que on a le temps, là, c'est comme une règle, on est au présent. Et si ça, c'est le passé, ben, pour aller chercher de la culpabilité, on va le chercher dans le passé, hein, c'est très facile. Hein. Allez, et puis, on peut se faire peur du futur aussi. Et il n'y a qu'à faire glisser la règle comme ça. Et nous, notre travail, c'est de... Le temps n'existe pas. C'est d'aller dans le passé, peut-être voir des mauvaises choses pour faire un peu de ménage, pour faire le rendre plus acceptable, voire aller chercher des ressources aussi dans le passé, pour pouvoir les ramener aujourd'hui, les faire grandir, aller chercher tout ce qu'on a fait de bien aussi. C'est ça qui nous intéresse. Et puis l'amener au moment présent, parce que qu'est-ce qui existe en fait? C'est le moment présent qui existe. Après le reste, c'est juste la règle. La réglette qu'on fait passer dans notre tête, c'est pour se sentir coupable de j'ai fait ci, j'ai fait ça. Parfois c'est du passé. Et bon, si on revient au présent, tout se passe bien. Tout est OK, quoi. Et puis on peut aussi projeter dans un OK du futur. Et ça, c'est génial. En fait, le temps n'existe pas. C'est ça qui est intéressant en hypnose, c'est qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Tout est possible. Après, que les gens qui viennent nous voir prennent ce qu'on leur a fait voir, c'est autre chose. Il faut que ce soit correct pour eux, il faut que ce soit en adéquation, mais au moins on leur a montré d'autres possibilités. Enfin, on leur a montré. On les a aidés à voir d'autres possibilités que l'instant dans lequel ils sont englués et qui voient tout en noir et qui se sentent coupables de si j'avais su. Ben oui, mais non, ça n'existe pas, le si j'avais su. Ma grand-mère me disait... ça n'existe pas, c'est juste, il y a juste le maintenant. Alors, si ta grand-mère le disait, alors on est tous très contents. Mais c'est ça, il y a cette sélection, quand on se sent coupable, on sélectionne tout ce qu'on n'a pas fait de bien. Ça me rappelle un cas de cette jeune femme, cette fois dans ton livre, je crois, donc, qui tombe malade. Et ses parents viennent la voir, enfin c'est un cas terrible, puisque quand ils vont repartir en voiture, ils vont se tuer sur la route. Donc elle va en tirer la conclusion que c'est elle qui a tué ses parents. Oui, elle va se sentir coupable de ça. Ouais. Donc c'est aussi, on peut dire, une idée, on peut avoir toutes sortes d'idées sur ce qui arrive, mais on cherche souvent à avoir des explications, à chercher des causes, à chercher des coupables. Alors quand il se passe quelque chose, il n'y a pas forcément de coupable, il n'y a pas forcément d'explication, il y a des choses qui se passent et elles se passent. Donc le problème, c'est que nous, on a une espèce de machine là dans notre tête à chercher du sens et à chercher des raisons et à chercher des explications, et du coup, les explications qu'on trouve, elles sont souvent assez vaseuses. Donc quand on a une situation comme ça et qu'on conclut « c'est de ma faute », une fois de plus, c'est pas elle qui était au volant de la voiture, c'est pas elle qui a fait l'accident, elle y est pour rien en fait. Donc le fait qu'elle se sente coupable, le problème, c'est qu'elle va se gâcher la vie pour se punir, parce que le problème de la culpabilité, c'est que c'est attaché à une notion de punition. Si on est coupable, il faut payer. Donc si on est coupable, il faut être malheureux, donc il faut se priver de tous les plaisirs, de toutes les choses qui font du bien, etc. Et c'est pour ça que se sentir coupable, ça fait qu'on se sent mal, c'est parce qu'on ne peut pas se sentir coupable
en étant joyeux. C'est pas avec moi quelqu'un qui, voilà, je me sens coupable. Non. À partir du moment où on se sent coupable, on va se punir, on va se flageller, on va se priver de toutes sortes de choses, et ça va pas du tout, comme je disais, servir à quoi que ce soit et à qui que ce soit. C'est un style de vie, si je peux me permettre, c'est un style de vie, hein, la culpabilité. Hein. Il y a des gens qui ont pris tellement l'habitude de se sentir coupable que c'est une façon de vivre, quoi. Parce que s'ils changeaient quelque chose, ben, ma foi, il y aurait peut-être un inconvénient à changer, il y aurait peut-être un inconvénient à se sentir bien. Donc ça aussi, ça fait partie de l'écologie. C'est peut-être un terme un peu technique. Alors, l'écologie, oui, il faut mieux que tu expliques ce que c'est. L'écologie, c'est est-ce que tout se passerait aussi bien autour de moi, quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas ma vie qui changerait trop et que je ne puisse pas l'accepter? Si je peux plus me plaindre parce que je ne sais pas quoi. L'avantage de se plaindre, c'est qu'il y a des gens qui sont là toujours autour pour rassurer, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont cet avantage et qui tirent sur la ficelle de je me plains et je dis que je suis coupable et c'est un style de vie, c'est une façon de vivre, quoi, aussi. Et l'idée de la culpabilité aussi, c'est que ça nous donne l'impression qu'on a du pouvoir sur les autres. Parce que si on est capable de les rendre malheureux, ça voudrait dire qu'on serait capable de les rendre heureux, ça voudrait dire que les autres sont un petit peu comme des marionnettes finalement entre nos mains et qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc quand on se sent coupable, par exemple d'avoir fait du mal à quelqu'un, ou pour reprendre l'exemple de cette jeune fille qui ne voulait pas quitter son copain de peur de lui faire du mal, voilà, eh bien, ça voudrait dire qu'on a ce pouvoir-là. Donc, c'est en fait une idée qui nous est beaucoup donnée par l'éducation. On dit si tu fais ça, ça va faire de la peine à un tel, il ne faut pas faire ça parce que c'est pas bien pour un tel. Donc, on nous donne cette idée que les choses qu'on fait ou qu'on dit, eh ben, elles vont avoir des conséquences sur les émotions des autres. Donc, en hypnose, enfin, avec la philosophie de l'hypnose, on apprend que chacun est responsable de ses propres émotions et que l'autre, s'il a telle ou telle réaction par rapport à ce qui se passe, ben, finalement, c'est sa responsabilité. Donc, en rendant à chacun sa responsabilité, nous, on devient responsable de notre vie, l'autre devient responsable de sa vie, de ses émotions, et la culpabilité n'a plus de valeur, n'a plus de sens. Et là, ça devient plus simple. Et toi, Valérie, tu as inventé une méthode en fait, que tu enseignes qui s'appelle MAPI et qui a lieu quand on est dans un conflit intérieur. Oui, MAPI, c'est des initiales qui veulent dire métaphore activatrice de paix intérieure. Donc, Franck, il parlait tout à l'heure de cette idée de faire la paix avec soi. Parce qu'en fait, quand on se sent coupable, on a une partie de nous qui a fait ce qu'elle a fait ou qui fait ce qu'elle fait encore aujourd'hui, et l'autre partie qui juge et qui dit c'est pas bien. Tu Donc, devrais par pas faire ça. exemple, là, on était sur l'addiction au sucre, Sur ceux qui va manger du sucre, l'autre qui se sont coupables de manger du sucre. Pour la nourriture même en général, c'est ça. Les personnes qui veulent maigrir, souvent, elles disent voilà, je mange et c'est pas bien. Donc je mange et je me sens mal. Et puis je remange et puis je me ressens mal. Donc il y a ce conflit intérieur qui est là et qui vraiment fait souffrir en fait. Parce que quand on est en guerre avec soi, bah, c'est pas du tout agréable. Donc cette méthode, elle permet justement de pouvoir dialoguer avec ces deux parties de soi qui sont en conflit et à l'aide de métaphores justement hypnotiques, de pouvoir faire se concerter et collaborer ces deux parties-là qui se faisaient au départ la guerre pour justement pouvoir aller ensemble dans une direction commune. Donc au lieu d'essayer d'effacer une partie de soi qui soi-disant serait mauvaise, celle qui nous fait manger, celle qui nous fait fumer, celle qui nous fait avoir toutes sortes de comportements, on va la prendre, on va la prendre en considération, lui demander ce qu'elle veut, lui demander ce qu'elle peut apporter à l'autre, et ensemble construire une nouvelle image, un nouveau comportement, une nouvelle façon de faire qui va réunir les deux parties de la personne qu'elle va pouvoir ensuite intégrer pour se sentir en paix avec elle-même. Donc c'est une réconciliation de parties intérieures oui. Et en même temps très hypnotique puisque tu utilises le clean language qui permet de développer des métaphores très spécifiques, très uniques et qui vont très très loin en hypnose. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui va, par un questionnement assez simple, faire émerger ses propres métaphores, des choses auxquelles elle n'avait pas du tout pensé consciemment, et qui vont être des images ou des représentations de ces différentes parties d'elle-même, qui vont ensuite pouvoir fusionner ensemble, collaborer, s'associer, pour justement créer encore un autre paysage métaphorique qui va être complètement le sien, puisqu'elle va être complètement à l'initiative de ça, et c'est en ça que cette méthode, elle fonctionne très très bien, parce que c'est la personne qui va elle-même fabriquer, comme on disait tout à l'heure, ce troisième choix ou cette autre alternative auquel elle n'avait pas du tout pensé et qui va lui permettre de se réconcilier avec elle-même. C'est chouette. Les parties, en fait, c'est une métaphore de nous-mêmes. Hein. On n'est pas en petits bouts, on n'est pas coupé en petits bouts, quoi. C'est une métaphore de nous-mêmes, mais c'est sûr qu'il y a des fois, on a envie de faire quelque chose, on a envie
on a envie d'aller à la gym, et puis d'un autre côté, faut faire du bricolage à la maison, et il y a une partie de nous, alors quel côté va gagner, quoi? Quel côté va gagner? Et si on va faire de la gym pour s'entretenir, bah, le bricolage, il va falloir on reporte. Alors déjà, là aussi, on pourrait s'en vouloir de reporter, mais bon, enfin, moi je vais à la gym, hein. Euh, et donc il y a un tiraillement. Peut-être qu'il y a un moment pour faire telle chose, ou peut-être il y a un moment pour faire telle chose. Pour se cadrer. C'est-à-dire là, on est sur ce que je dis, c'est un conflit espace-temps, quoi. Donc c'est juste une question d'organisation intérieure. Après, quand on est sur des valeurs, on s'aperçoit rapidement que quand on monte le niveau des valeurs, que quand on va chercher qu'est-ce qu'il y a de plus important, eh bien, on trouve des valeurs communes. Et à ce moment-là, on est d'accord avec soi-même. C'est-à-dire déjà d'accord avec soi-même, c'est pas mal, hein. On est déjà bien avancé, quoi. Qu'on ne soit plus morcelé avec des petits bouts qui veulent faire des choses différentes. Ça, c'est vraiment un problème. Et on trouve ça souvent au cabinet, ces conflits de valeurs, quoi. Bah, tout le temps, parce qu'en fait, la personne, quand elle vient, c'est qu'elle a quelque chose qui ne lui plaît pas, et donc elle juge une partie d'elle comme étant mauvaise. Et souvent, les gens, ils viennent en disant, je voudrais me débarrasser de ci, de ça, de choses que je fais, pas forcément de gens à l'extérieur. Ça, ils disent, je voudrais me débarrasser de ce comportement-là, de cette attitude-là, de cette émotion-là, je voudrais me débarrasser. Comme faire, voilà, il y a quelqu'un l'autre jour qui me parlait, elle me disait, je voudrais faire le deuil de moi. Alors, alors, ça va pas, ça. Parce que l'idée, c'est au contraire de se rassembler, de se regrouper et pas d'enlever des parties. Et donc, quand on se rassemble, le jugement négatif, il n'a plus lieu d'être parce qu'il n'y a pas une partie à abattre ou à enlever, mais il y a au contraire des choses à rassembler, à regrouper pour justement avoir encore plus de force, avoir encore plus de se sentir encore plus entier et pas justement en petits bouts ou en petites parties. C'est vraiment ça l'idée. Et le fait de rassembler tout ça, ça permet d'enlever cette culpabilité qui est un jugement négatif. Donc là, il n'y a plus de jugement négatif puisque toutes les parties sont bonnes et toutes les parties ont un rôle important qu'il est nécessaire de prendre en considération. Alors c'est le moment du tip top puisque tu as développé, donc dans cette émission, on a des moments de conseils sans hypnose, puis tout à l'heure un moment d'hypnose. Donc tu as préparé quelque chose pour aider toutes les personnes qui se sentiraient coupables. C'est le moment du tip top avec Valérie Roumanoff. Alors, pour se débarrasser de la culpabilité, on peut se poser 4 questions qui peuvent justement permettre de s'en débarrasser. Donc la première question est, est-ce que cette culpabilité est toujours utile pour moi? Est-ce que ça me sert aujourd'hui à quelque chose encore de me sentir coupable? Donc est-ce que ça me sert à moi? Est-ce que ça sert aux autres personnes autour de moi? Donc c'est vraiment une question très simple à répondre, hein. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Si c'est pas utile, déjà, ça peut être un premier pas pour s'en débarrasser. La deuxième question, c'est comment est-ce que je pourrais voir les choses autrement? Comment est-ce que je pourrais voir ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit autrement? Est-ce qu'il y aurait une façon de changer de point de vue, de changer de façon de regarder les choses pour peut-être les percevoir d'un autre côté, en regardant les choses autrement? Parce qu'on a tendance à regarder toujours les choses de la même façon et parfois on dit pour aller mieux, j'aimerais prendre de la hauteur, j'aimerais faire un pas de côté, j'aimerais sortir ma tête du guidon. Et ben c'est vraiment ça l'idée, c'est de se positionner autrement, peut-être comme un oiseau dans le ciel, peut-être dans un point de vue plus lointain, dans 10 ans, dans 20 ans, pouvoir regarder les choses vraiment d'une autre fenêtre, si on peut dire, pour voir si on ne pourrait pas en faire émerger une nouvelle perception. Ensuite, la troisième chose qu'on peut se demander, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas dit, quelle est la valeur que ça fait ressortir chez moi? En quoi est-ce que ce que j'ai fait était finalement important pour moi? On peut prendre un exemple d'une femme qui avait trompé son mari et qui se sentait extrêmement coupable puisque toute sa famille avait éclaté, etc. Et finalement, en se posant cette question-là, quelle est la valeur que ça a fait émerger chez moi à ce moment-là? Eh bien, c'était la valeur tendresse qui n'était pas du tout présente dans sa vie et qu'elle était allée chercher, donc pas forcément au bon endroit, pas forcément avec la bonne personne, pas forcément de la bonne façon, mais ça faisait ressortir cette valeur-là qui était complètement absente de sa vie et que maintenant elle pouvait considérer comme étant vraiment une valeur importante, donc elle allait pouvoir aller la chercher de façon consciente et du coup en faisant peut-être un choix qui serait meilleur pour elle avec cette connaissance que ça lui avait apporté d'elle-même. Et la quatrième question, qui est peut-être la plus importante, qui est qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Parce que la culpabilité, elle est là au départ pour nous apprendre quelque chose. Donc on a tendance à croire que ça nous apprend qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas une bonne personne, qu'on n'est pas comme il faudrait qu'on soit, alors que ça, c'est pas une leçon utile, c'est une leçon
qui n'est pas utile. La leçon qui peut être utile, c'est qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience, en quoi est-ce que je pourrais me servir de cette expérience pour justement pouvoir faire des choses qui me conviennent mieux. Donc dans le cas de cette personne, toujours la même, elle, ce qu'elle a appris à ce moment-là, c'est qu'elle était dans une situation conflictuelle avec son mari, qui était compliquée, et qu'elle faisait comme si de rien n'était, en quelque sorte. Et que finalement, au bout d'un moment, elle a tellement plus supporter ça que elle a trouvé donc elle a rencontré cet homme qui est devenu son amant. Donc elle s'est rendue compte, elle a appris que fuir les difficultés, ne pas les voir, ne pas les regarder, ça amène à des comportements qui ne sont pas forcément souhaitables pour elle et puis pour les autres. Et donc du coup, elle a appris de cette expérience qu'il vaut mieux affronter la difficulté, qu'il vaut mieux affronter le conflit, qu'il vaut mieux reconnaître quand ça ne va pas pour pouvoir trouver des solutions plus conscientes. Et ça, c'est une leçon qui est utile et qui n'est pas ni dévalorisante, ni décourageante, ni destructrice pour elle, mais qui au contraire va lui permettre de pouvoir aller mieux ensuite. On a l'impression, Valérie, que tu fais toujours cette espèce de petit pas de côté et où tu regardes les gens de façon hyper positive, pleine de bienveillance en fait, dans une vision presque, une philosophie très humaniste. Oui, moi j'ai une très bonne idée de la nature humaine. Je pense que si on fait ce qu'on fait dans la vie, eh ben, c'est qu'on a des raisons pour ça, qu'il s'est passé des choses qui expliquent et que c'est qu'on n'a pas pu mieux faire. On n'a pas pu faire autrement. Mais du coup, ça va dans le sens d'une justification, toujours à outrance. Tu comprends, c'est parce qu'il a été malheureux quand il était petit, tu comprends. Après, c'est pas pour ça qu'on doit accepter. Donc, oui. L'idée de dire chacun fait le meilleur choix à chaque moment, c'est pas une façon de justifier tous les crimes ou toutes les horreurs. C'est pas ça. L'idée, c'est de dire qu'à ce moment-là, cette personne-là, pour elle, c'était le meilleur choix pour elle. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que je dois l'accepter, ça ne veut pas dire que ça le justifie. C'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire que pour chaque personne, à chaque moment, c'est la seule chose qu'elle a vue comme étant possible. Donc c'est pour ça que plus elle a du choix, et plus elle va pouvoir faire de l'hypnose, et plus elle va avoir de choix, et mieux ça va aller pour elle. Donc finalement, chaque personne, là où elle n'est que le reflet du peu de choix qu'elle a eu à sa disposition, si elle n'est pas dans une position qui est agréable. Donc, le regard que je porte sur les gens, c'est celui-là, c'est de se dire, bon, cette personne, voilà les choix qu'elle a eus, c'est ça qui l'ont amenée là, comment est-ce qu'elle pourrait avoir d'autres choix qui pourraient l'amener ailleurs? Donc en fait, en regardant les choses comme ça, on ne devrait jamais se sentir coupable. Bah oui. Bah oui. C'est ce que fait Franck déjà. Je suis pas, tu sais, moi je suis pas je suis pas le gars à me demander pourquoi en fait. Mais ça c'est dans ma nature. Hein. C'est pas. Alors moi je voudrais te demander un pourquoi. Alors je voudrais savoir pourquoi en fait en hypnose les métaphores fonctionnent si bien. Parce que c'est quelque chose que ce sont des petites histoires que tout le monde connaît, donc c'est avec des origines perdues, mais qui parlent pas au conscient. Ça parle à l'inconscient en fait. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est presque une phrase qui veut strictement rien dire, alors que tout le monde, comme ma grand-mère, sait ce que ça veut dire. Quoi. Mais des fois, il y en a qui ont des origines, je ne sais pas si vous connaissez celle-là, rouler dans la farine. Ça vous dit quelque chose. En fait, c'est une histoire d'une île bretonne où il y avait un riche meunier qui piquait sur une meule. Il y avait une meule, c'est rond, et le cadre à meule, il est carré, et il récupérait tous les petits bouts, les petits bords, et il est devenu hyper riche en récupérant cette farine. Bon, c'est une origine perdue comme une autre, mais tout le monde la connaît. Mais personne ne connaît l'histoire. Par contre, rouler dans la farine, on n'aime pas qu'on soit roulé dans la farine. Donc voilà, c'est ça l'idée qu'on ne dit pas les choses parce que ça pourrait être mal pris. Mais je parle à une autre partie, je parle à l'inconscient. C'est assez simple comme phénomène. Donc l'inconscient va capter les histoires qui sont racontées du meunier qui fait de la farine. Je ne sais pas, il allait chercher à nous hypnotiser, tu crois, Valérie? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pensais pas que tu me le ferais maintenant. Et comment ça va avec cette farine, Franck, alors du coup? Et donc c'est une métaphore. C'est une métaphore en fait. Tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand tu es roulé dans la farine, c'est qu'on se moque de toi, en fait. Ça a une vraie histoire derrière, mais quand quelqu'un dit, si je te dis tu m'as roulé dans la farine, ça veut dire que tu t'es moqué de moi. Et je ne vais pas te dire tu te moques de moi, parce que là, peut-être que tu le prendrais mal. Mais rouler dans la farine, c'est une petite histoire qui ne prête. Donc l'inconscient va capter ces choses-là qui sont dites à un autre niveau, pendant que le conscient se pose toujours des questions, et l'inconscient va comprendre d'autres choses. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
On peut s'exprimer que par métaphore quand elle parle du clean langage. En fait, notre vie ne représente, on ne vit que sur des représentations. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réalité. On ne vit que sur des représentations. L'histoire de la culpabilité, peut-être que quelqu'un se sent coupable dans une situation, elle a mal parlé à quelqu'un, et en fait, c'est seulement elle qui a appris ça. Peut-être que son interlocuteur s'est dit oh, elle m'a remué un petit peu, je vais aller faire ce qu'elle me demande. Et là, elle a une représentation, et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait dire en termes de métaphore. J'aurais peut-être pas dû le bousculer comme ça, alors qu'elle l'a pas bousculé. Elle lui a juste parlé un petit peu fort en s'exprimant. Mais en fait, le bousculer, c'est une métaphore. Euh, et on utilise des métaphores tout le temps, en fait, toute la journée, quoi. Alors, tu nous as préparé un moment d'hypnose Oui, pour nous libérer de notre culpabilité et redevenir notre meilleur ami, c'est ça? oui. Ok. Eh bien, c'est à toi. C'est à moi, très bien. Bah écoute, C'est le moment d'hypnose. d'accord. Voilà, vous pouvez vous installer confortablement comme ça. Et puis, dès à présent, voilà, vous pouvez aussi fermer les yeux et puis écouter le son de ma voix. Bah, certainement qu'il y aura aussi des bruits extérieurs, pouvoir entendre tout ça. Et puis savoir que, ma foi, vous êtes là et puis vous pouvez être ailleurs en même temps. Et puis aussi que vous pouvez ouvrir les yeux au moment où vous le désirez, hein. Tout ça, c'est OK avec vous. Voilà, simplement d'être là, présent, d'entendre. Et puis, j'ai demandé à votre esprit inconscient ici, là, de se promener dans cette pièce, à l'endroit où vous êtes. Si vous êtes installé à un bureau, à un canapé ou allongé quelque part, de laisser flotter votre esprit au-dessus de vous, dans la pièce, pour voir un petit peu ce qu'il y a à voir. Et puis d'entendre un petit peu ce qu'il y a à entendre tout autour. D'être là pour peut-être contrôler tout ce qu'il y a à contrôler. Et puis de s'élever un petit peu plus au-dessus de cette pièce, peut-être même au-dessus de ce bâtiment, et puis encore un petit peu plus haut, de prendre cette hauteur, de prendre encore plus de hauteur, et puis de monter encore un petit peu, voilà, comme ça, et puis de continuer à s'élever au-dessus du quartier, au-dessus de la ville, d'avoir une vision globale du monde, et puis de continuer à monter. Et de continuer à monter, et de continuer à monter, et puis d'être au-dessus de la ville, d'être au-dessus du département, de la région, d'être au-dessus du pays, et de commencer à voir les lignes courbes de ce monde avec ses couleurs, vertes, bleues, marron, blanches, et puis d'être là, au-dessus de notre planète, dans le plus grand confort, dans la plus grande détente, comme voler à cet endroit-là, dans ce temps d'aujourd'hui, dans ce temps présent. Et puis de continuer à monter, et puis de s'éloigner encore, encore, et de trouver une galaxie, un univers encore plus haut, tout là-haut. De le repérer maintenant, et puis de se diriger vers cette galaxie. Et puis de voir qu'il y a une planète là-bas. Une planète qui vous attire dans ce temps présent, une planète qui vous attire. Et peut-être qu'il y a une couleur particulière. C'est votre planète du confort, c'est votre planète. Et vous vous dirigez vers cette planète, et sur cette planète, il y a quelque chose de particulier. Il y a votre endroit de confort, un endroit que vous connaissez, voilà, comme ça, un endroit avec lequel vous êtes familier. Et vous vous dirigez vers cet endroit. C'est un peu comme une maison de vacances, une maison où on s'y sent bien. Et vous avancez vers cette maison, et puis vous vous apercevez qu'à l'intérieur de cette maison-là, il y a de quoi écrire, il y a un livre, il y a un pupitre, il y a une chaise. Et tout cela devant une sorte de grande fenêtre où vous pouvez voir ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà, très très bien. Et puis vous vous approchez de cet endroit, vous rentrez dans cette sorte de maison confortable, dans cette maison dans laquelle vous êtes à l'aise. Cette maison,
C'est une maison particulière, c'est une maison où vous allez écrire l'histoire de votre vie. Vous vous installez pour écrire, vous prenez peut-être un stylo, un pinceau ou toute autre chose qui vous permette d'écrire ou de dessiner, ou de faire une fresque sur ce livre, le livre de votre vie. C'est sur cette première page, il y a marqué en grand le pardon, d'être à l'aise avec soi-même, de se sentir bien, et vous commencez à écrire. Et vous êtes là, dans le plus grand confort, et vous écrivez l'histoire de votre vie avec tous les moments agréables, tous les moments de bonheur, tous les moments où vous étiez disponible à vous-même, tous ces moments d'espoir, de bonheur. Et en fait, c'est votre main qui écrit. Et vous regardez presque votre main écrire l'histoire de votre vie là, et vous vous apercevez que dehors, il y a quelqu'un qui vous regarde. Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lorsque il vous regarde, écrire au travers de cette fenêtre, écrire l'histoire de votre vie. Et alors que vous êtes en train d'écrire l'histoire de votre vie, je vais demander à votre inconscient de s'approcher de cette personne, de s'approcher à ses côtés. D'avancer tranquillement, de s'approcher. En fait, vous vous apercevez que cette personne, même à cette distance-là, quelques mètres, vous regarde avec un amour inconditionnel. Un amour au-delà de tout. L'amour qu'on donne à un enfant qui vient de naître. L'amour que l'on donne sans rien demander en retour. Un amour pur, un amour cristallin, un amour lumineux. Et vous sentez cet amour grandir dans cette personne et vous illuminer, même à cette distance. Alors, vous vous approchez, encore plus près, vous vous positionnez derrière et regardez maintenant au travers de ses yeux. Baignez-vous dans cette personne, baignez-vous dans cet amour inconditionnel. Baignez-vous dans cet amour cristallin. Baignez-vous dans cet amour qui ne demande rien en retour, qui se donne. Ressentez cet amour dans chacune de vos cellules, dans chacune des parties de votre corps. Laissez-la grandir à l'intérieur. Laissez-la s'installer durablement. Maintenant que vous ressentez cet amour, vous pouvez voir les choses différemment. Vous pouvez regarder différemment toutes ces choses. Le monde, vous pouvez aussi vous regarder différemment là-bas, écrire à cette table. Au travers des yeux de cette personne, ressentant cet amour pour vous-même, maintenant, vous vous voyez différemment. Vous vous sentez tellement en expansion, disponible à vous-même, en accord avec vous-même à chaque seconde qui passe, à chaque mouvement, à chaque inspiration. En accord avec ce que vous faites, en accord avec ce que vous avez fait, en accord avec ce que vous êtes en train d'écrire là-bas, même sans savoir ce qu'il y a d'écrit. Simplement en étant là et en accord avec vous-même. Et puis maintenant, je vais vous demander simplement de vous rapprocher pas à pas de vous-même et
d'être proche maintenant de ce pupitre, proche de cette chaise et de re-rentrer à l'intérieur de vous avec cet amour. Et de voir comment maintenant l'écriture de cette vie, sans qu'il n'y ait rien à faire, peut-être commence à se modifier, commence à changer, un peu comme lorsqu'un peintre donne la touche finale à son tableau. Un peu lorsque, voilà, comme ça, lorsque l'on affine ce que l'on a fait avec amour. Et étant là, complètement disponible à soi-même, en accord avec soi-même, à chaque seconde, en accord avec soi-même, à chaque lettre, à chaque mot, à chaque phrase. C'est ce livre maintenant qui s'écrit presque tout seul. Parce que cet amour pour vous-même fait les choses tout seul. D'une façon simple et fluide. Voilà, de cette façon-là. Et même si vous relisez chaque mot, chaque phrase, vous vous apercevez en fait que ce sont des phrases d'amour pour vous-même, simples, presque faciles à écrire, presque faciles à lire, presque faciles à entendre, presque faciles à se dire. Quelque chose de simple qui permet d'avancer, qui permet de tourner les pages et d'écrire encore une page de sa vie avec tout l'amour que l'on a pour soi. Et puis une autre page de sa vie en accord avec soi-même. Parce que c'est important d'être dans cet accord avec soi-même, d'être dans cette communion avec soi-même, n'est-ce pas? C'est important de pouvoir être là. Et puis aussi, peut-être d'arrêter d'écrire, simplement de regarder, de contempler et d'être là, en accord, de sentir que dans chacune de ces cellules, dans chacune de vos cellules, vous êtes là et vous vous dites « oui, c'est bien, oui, je m'aime, oui, j'ai fait cela, qu'est-ce que j'ai appris? Oui, j'ai fait cela, j'ai appris et que vais-je en faire? » Parce que c'est important d'apprendre, n'est-ce pas? C'est important de se sentir disponible à soi-même. C'est important de pouvoir s'aimer aussi pour pouvoir diffuser cette façon de vivre, cette façon de voir l'univers. Et puis peut-être que maintenant, il est temps de poser ce stylo ou cette plume pour écrire, ou ce pinceau. Peut-être que ce livre va pouvoir s'écrire soi-même. Peut-être que ces lignes, ces phrases vont pouvoir continuer à se faire de façon claire, de façon simple, avec tout l'amour que vous vous donnez à vous-même, de le refermer, et puis de quitter cette chaise, et puis de regarder cet endroit de confort, de regarder cet endroit merveilleux, votre endroit, de le regarder une dernière fois, mais peut-être que vous pourrez le retrouver à un autre instant, simplement en choisissant un mot. Ou peut-être que vous pourrez le retrouver dans la nuit prochaine ou dans la nuit d'après, sous la forme d'un rêve, peut-être en couleur, peut-être en noir et blanc. Et puis de laisser cet endroit, et puis de retourner, voyager dans cette galaxie, de reprendre le chemin du retour, de voir notre belle planète bleue, verte, blanc, marron, et de se rapprocher. De se rapprocher à votre rythme, de se rapprocher au-dessus de cet endroit, au-dessus de la région, au-dessus du département, au-dessus de ce quartier, de votre quartier.
au-dessus de l'endroit où vous êtes, au-dessus de l'immeuble, de la maison, et puis de revenir à votre endroit, de revenir simplement là, et puis simplement en entendant le son de ma voix un petit peu plus fort, un petit peu plus rapide, de pouvoir bouger comme je le vois autour de moi, d'avoir envie d'ouvrir ses yeux pour voir le monde différemment, maintenant, peut-être plus lumineux. Bonjour. Bonjour Franck et merci beaucoup de Merci. ce moment d'hypnose. Donc Franck, toi tu es enseignant en hypnose à l'école Psynaps, à l'Institut Oui, Psynaps. oui, Tu enseignes différentes formes d'hypnose d'ailleurs et tu es oui. prof aussi de PNL, programmation neurolinguistique. Donc si on a envie de te retrouver, on peut s'inscrire à l'Institut Psynaps. Voilà, synapse.fr pour formation. Alors, comme tu disais, moi je fais de l'hypnose ericksonienne, mais aussi de l'hypnose directive, de l'hypnose spirituelle aussi, par-delà le temps, hein, et puis bon, bah, de la PNL. Donc, on forme 3000 personnes par an, enfin 3000 certifiés. Et je suis aussi président d'un syndicat qui s'appelle le SUPACH, syndicat unitaire des professionnels de l'hypnose, et président d'une fédération, la FFHTB, Fédération française d'hypnose et de thérapie brève. Donc ça fait beaucoup de boulot quand même. Et cette école Psynaps, par laquelle je suis passée d'ailleurs, je ne sais plus quoi, Donc cette école Synapse, oui, existe à Paris et est ah, ouverte à tout le monde. Voilà, c'est ça que je voulais absolument, dire. à Paris, Il y a des antennes à 10 points Marseille, voilà, à Rennes, 10 à points en France. Lyon. On a 3 campus en fixe. On a 500 mètres carrés à Paris, 700 à Rennes et 700 à Lyon. Donc ça fait des gros espaces pour nos élèves. Et puis on a Lille aussi, on a Aix-en-Provence, Bordeaux, Bref, vous n'avez aucune Strasbourg. excuse si jamais vous voulez vous former à l'hypnose et aux thérapies brèves. Oui, on fait aussi des choses qui sont... on a des soirées découvertes. Donc ça, c'est le jeudi soir, on propose des soirées découvertes où pendant 2 heures, ben, on va montrer ce qu'on peut faire en hypnose et en PNL. Donc c'est court pour expliquer tout ce qu'on peut faire, parce que c'est quand même beaucoup de jours. On a des 1000 heures, 1000 jours de cursus de formation. C'est court en 2 heures, mais en fait, on fait des jeux. Bah, c'est presque un spectacle. C'est presque avec les gens. On fait plein de démonstrations, en fait. Il y a entre 10 et 15 démonstrations pendant les 2 heures. On a ça, puis on a aussi des week-ends découvertes, si les gens, pour découvrir. 2 jours de PNL et 2 jours d'hypnose pour pouvoir découvrir. Donc c'est un bon, Une bande annonce. façon de, oui, c'est une bonne annonce parce que en fait ça permet de découvrir les profs, ça permet de découvrir les locaux, ça permet de découvrir la matière, ça permet de découvrir les gens et l'ambiance Et l'état hypnotique. et l'état hypnotique aussi. Oui. Valérie, on peut te retrouver à travers tes livres, Oui. à travers tes formations qui sont en ligne et maintenant à travers ton spectacle Ce n'est pas de votre faute qui va jouer au Festival d'Avignon l'été prochain Oui. d'ailleurs. On sera du 7 au 29 juillet au Festival d'Avignon à la Marelle des Teinturiers. Et partout en France. Oui, c'est ça. En tournée partout en Au France. fur et à mesure que les dates se créent, on va jouer partout où on nous invite pour voir ce spectacle qui est drôle en fait. On n'a pas tellement parlé de ça, mais on peut rire. Et c'est souvent par le rire que justement on apprend mieux et qu'on apprend et qu'on peut comprendre des choses encore plus profondément. Donc c'est le parti pris de ce spectacle, c'est que c'est drôle Voilà. Et Et- formateur. et formateur. Le mot de la fin, comme disait ta grand-mère. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Oui. Ou je ne sais pas. Alors ou- moi j'ai une citation Oui. de Oscar Wilde. Vas-y. Oh. C'était pas mon grand-père, mais j'aurais bien aimé. Donc, qui dit cette phrase que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très riche d'enseignements, justement. Il dit la Providence déguise souvent en épreuves amères les bienfaits dont elle nous comble. Donc, quelles que soient les choses qu'on traverse, eh bien, on peut se dire que plus tard, justement, quand on aura à changer de point de vue, on pourra les considérer comme des bienfaits Et remercier cette destinée. et remercier cette destinée ou qui on a envie de remercier pour justement les choses qu'on a traversées et qui nous ont appris des choses. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'avoir fait ce chemin pour venir jusqu'ici, pour nous éclairer, mieux nous expliquer ce qu'est l'hypnose et comment ça peut nous libérer et nous réconcilier avec nous-mêmes. Donc, vous pouvez laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, on compte sur vous et à la prochaine dans les Virtuoses de l'hypnose.